Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je j'ai pas compté le nombre de webinaires, je pense que le 7e ou 8e webinaire de Flora, donc bonjour à toutes celles et tous ceux, surtout toutes celles d'ailleurs, qui nous rejoignaient et qui connaissent vous connaissez pas forcément Flora, donc on est la fédération de recherche en psychiatrie et santé mentale d'Auvergne-Rhône-Alpes, et donc ces webinaires visent à créer l'interconnaissance sur la région, parce que nous sommes nombreux à travailler dans les champs de la psychiatrie et de la santé mentale et de la cancérologie également. Et là, on est content d'être à l'intersection des disciplines. Voilà, et donc on organise ces webinaires mensuels, généralement le mardi, pour apprendre à nous connaître les uns les autres et à présenter des projets de recherche ou des projets d'innovation en général. Et donc là, on est ravis d'accueillir Myriam et Pierre sur le projet Draconis. Et on vous cède tout de suite la parole pour 20-25 minutes. Je pense que c'est à peu près ce que vous étiez dit avec Laurie, puis ensuite un échange libre avec les participants. On avait dit un peu plus, mais t'inquiète, on s'adaptera. Eh ben, un peu plus. Non, non, c'est bon, une demi-heure. On a de la marge. Oui, OK. oui. Du coup, merci beaucoup. Je vais commencer du coup pour cette présentation. On est très content avec Pierre de pouvoir présenter, surtout qu'on a surtout présenté dans le champ de la cancéro sur ce projet-là, mais que il est effectivement à l'intersection de plein de questions et notamment des questions sur la psychiatrie, ce qui nous a amené en fait à prendre contact avec vous pour ces webinaires. Et donc, le projet, c'est le projet Draconis qui est financé dans le cadre de ShepMed et qui est un projet sur lequel on travaille entre Lyon 2 et les HCL en partenariat avec une association qui s'appelle Al-Cross-One Cancer Poumon France, qui regroupe des patients qui sont atteints d'un type très spécifique de cancer du poumon qu'on vous présentera tout à l'heure. Vas-y Pierre, si tu veux bien. Donc, ce qui est juste pour resituer un petit peu d'où vient en fait ce projet et comment il s'est construit. Nous, on a été sollicité du côté Lyon 2. Donc, moi, je suis chercheuse en psychosocial de la santé et je travaille beaucoup dans des démarches de recherche participative et communautaire. Et c'est un peu pour ça que les collègues cliniciens sont venus nous chercher parce qu'ils avaient envie de monter une démarche qui serait plus collaborative avec des patients. Et pour revenir un petit peu en arrière, on s'est dit que ça serait bien de revenir sur la psycho communautaire parce que justement, ça traite justement de l'intérêt de la collaboration dans le champ de la santé mentale. Donc la psycho communautaire, c'est une approche très spécifique de la psycho qui arrive dans les années 60 et qui essaye de changer la façon dont on va travailler dans le champ de la santé mentale, avec l'idée que les personnes qui sont concernées par la santé mentale, et notamment des personnes qui sont atteintes de pathologies en lien avec la santé mentale, vont développer une expertise, des connaissances en lien avec la santé mentale. Et donc, l'enjeu, ça va être de collaborer avec ces personnes plutôt que de se poser en tant qu'expert pour leur indiquer ce qu'ils doivent faire, penser, comment ils doivent se comporter, etc. Et donc, on a cet idéal de collaboration, de participation démocratique, avec l'idée qu'on va pouvoir améliorer la santé ensemble. Et donc, on a l'idée de pouvoir créer un dialogue qui soit plus équitable et donc de mieux reconnaître la contribution des citoyens à la prise de décision, en sachant que ces décisions, qu'elles soient dans la relation médecin-patient, hein, des petites décisions individuelles, jusqu'aux décisions qui vont concerner les politiques de santé, on doit impliquer les citoyens parce que ça va les concerner directement et donc ils doivent participer à cette prise de décision. Et donc, à partir de là, va se développer tout un champ de recherche communautaire, pour ce qui nous intéresse, qui sont des recherches qui vont être menées avec les personnes concernées autour de 3 piliers principaux, donc la participation des personnes, la recherche et l'action. Autrement dit, on a une visée de transformation sociale. L'objectif de de ces projets de recherche, c'est bien de changer le quotidien des personnes qui sont concernées. Vas-y, Pierre. Donc, en France, en fait, on a un cadre qui va se développer progressivement pour devenir de plus en plus favorable à ces processus de collaboration, de recherche participative, etc.
et donc globalement à la reconnaissance de l'action des usagers dans le champ de la santé. Ça se consacre en fait avec la loi Kouchner, qui intervient au début des années 2000, qui va vraiment reconnaître l'importance de la participation des citoyens dans les politiques de santé. Toujours est-il que progressivement, en fait, on a ce contexte de plus en plus favorable avec la reconnaissance de l'action des usagers à travers les associations de patients, à travers le fait que les patients puissent accéder à leur dossier médical, etc. Et la recherche communautaire se développe dans ce champ-là. Donc, on va faire de la recherche pour, par et avec les personnes concernées et non seulement de la recherche pour les publics en impliquant les usagers à toutes les étapes de la recherche. C'est-à-dire qu'on va construire le projet avec eux, on va chercher des financements avec eux, on va choisir comment recueillir, analyser les données, comment les publier, auprès de qui, comment communiquer, etc. Et donc cette recherche en collaboration, elle va se faire dans une sorte de continuum, c'est-à-dire qu'on peut avoir des recherches qui vont être faites en l'absence de participation des personnes concernées, parce que ce n'est pas forcément toujours un indispensable. Et puis on va aller jusqu'au processus de recherche communautaire qui va être celui qui va être le plus impliquant pour les personnes concernées, où on a vraiment cette implication à toutes les étapes. Pour nous, dans le projet Draconis, on est dans quelque chose qui se rapproche de la recherche communautaire, en sachant que on n'est pas totalement dans ce champ-là. Euh, on y est presque. On est dans de la recherche communautaire, on va dire un peu légère. Voilà. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est un espace pour nous de négociation des savoirs, c'est-à-dire que c'est un endroit de rencontre entre l'expertise du vécu qui va être développée par les personnes concernées et l'expertise professionnelle qui va être développée par des médecins, par des cliniciens et par des chercheurs. Ça, en fait, c'est ces connaissances expérientielles. Pendant très longtemps, le savoir profane a été considéré de façon très négative au plan scientifique par la philosophie, par la psycho, etc. Avec l'idée que globalement, les masses, les foules, qui ne sont pas des professionnels, des scientifiques, vont avoir des connaissances qui sont peu pertinentes et sur lesquelles on ne pourra pas s'appuyer pour prendre des décisions. On peut revenir en fait comme ça au début du XXe siècle avec des discours très négatifs, par exemple sur l'observation des foules. Euh, et finalement, on se rend compte qu'on peut revenir de ça. Et un des éléments qui va vraiment jouer un rôle de pivot là-dedans, c'est l'observation de l'efficacité des groupes de pairs, et notamment celui que tout le monde connaît, celui des alcooliques anonymes, qui est un groupe qui est particulièrement efficace dans le champ des addictions en lien avec le trouble de l'usage de l'alcool. Et là, vraiment, on se rend compte qu'il se passe quelque chose dans ces groupes. Il va y avoir un développement de compétences très particulier et qui vont vraiment être mis au service de l'empowerment, donc c'est-à-dire du fait de regagner du pouvoir de l'ensemble de la communauté des personnes concernées. Et donc, à partir de là, on va avoir un long et lent mouvement de reconnaissance des connaissances qui vont être issues de l'expérience des patients depuis les années 80 et qui continuent à se poursuivre aujourd'hui. Et donc, ce qui est aussi important de savoir, c'est que cet espace de rencontre entre des formes différentes de savoir, ça va aussi être un espace de tension. On vous en donnera un exemple un petit peu plus loin, et vous allez voir qu'il va jouer à la fois des enjeux de savoir et des enjeux de pouvoir dans la recherche communautaire, parce que cette rencontre entre différentes formes de savoir, bah forcément, elle va amener à se poser la question à un moment donné de quel type de savoir va être décisionnaire. Qui va prendre la décision? Donc ça peut être source de friction, sans que ces frictions soient quelque chose de négatif. Ça fait vraiment partie du processus de la recherche communautaire. Et on va considérer que les chercheurs et les non-chercheurs vont devenir des alliés dans la mesure où il va y avoir une reconnaissance mutuelle des compétences de chacun. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que l'ensemble des personnes autour de la table soient convaincues que c'est à travers cette rencontre qu'on va réussir à produire quelque chose qui soit plus pertinent, plus efficace, plus cohérent. Et donc, quand on va travailler dans des processus collaboratifs au sens large, il va falloir tenir compte de ces dynamiques de pouvoir pour s'assurer en fait qu'on respecte un cadre éthique
parce que, en fait, faire une recherche qui serait avec des personnes concernées, mais sans reconnaître les compétences qu'ils amènent autour de la table, clairement, c'est pas une démarche de recherche communautaire qui soit éthique, et on va plutôt être dans ce que les collègues anglo-saxons appellent le tokenism, c'est-à-dire le fait de se servir d'un patient plutôt comme un symbole pour être reconnu comme, plutôt que concrètement comme des personnes qui vont mener de la recherche communautaire à proprement parler. On va maintenant aller plus spécifiquement sur le projet et du coup, je vais laisser la parole à Pierre. Merci. Donc, je fais une petite interruption juste pour me présenter brièvement. Moi, donc, je suis psychiatre sur les hospices civils de Lyon, mais un petit peu éloigné de la psychiatrie conventionnelle, puisque je suis plutôt spécialisé dans les symptômes psychiatriques et comportementaux consécutifs à des pathologies entre guillemets organiques. Donc, je travaille plutôt en consultation mémoire ou auprès de personnes qui ont des maladies neurodégénératives et je suis spécialisé dans les troubles du comportement qu'ils peuvent présenter. Et c'est à ce titre-là que j'ai été sollicité sur ce projet de recherche avec Myriam et quelques autres, parce que ce projet de recherche, il traite donc de patients qui sont atteints de cancer du poumon avec une particularité, c'est une mutation génétique. Donc on dit en langage courant ALK ou ROS1. Ça représente à peu près 5% des cancers du poumon et c'est plutôt des patients jeunes, non fumeurs, en bon état général et très souvent, au stade du diagnostic initial, ils ont déjà des métastases et notamment des métastases cérébrales. Et en fait, ces patients, leur prise en charge a été assez transformé sur les dernières années parce que des thérapies ciblées, des inhibiteurs de tyrosine kinase ont été développés par certains grands labos et sont assez révolutionnaires dans le sens où ils permettent une survie du patient, souvent pendant plus de 10 ans, avec un traitement qui n'est pas une chimiothérapie comme on l'entend classiquement. Et donc, c'est une gélule à prendre 1 ou 2 fois par jour. Et donc, en fait, ces patients, ils nous disent, moi, j'avais pas une dyspnée, une douleur thoracique, j'ai consulté aux urgences, on m'a fait un scanner, en fait, on s'est rendu compte que j'avais un cancer du poumon, j'ai été hospitalisé 5 jours et je suis ressorti après tous les bilans avec une ordonnance sur laquelle j'ai un traitement à prendre matin et soir et j'ai quasiment pas compris que j'avais un cancer. Donc c'est pour dire à quel point ça révolutionne un peu le champ de la prise en charge dans ce domaine-là. Et dans ce cancer du poumon-là, donc il y a 4 molécules, là on vous en a présenté les 3 principales, il y a 4 thérapies ciblées qui sont extrêmement efficaces, mais qui présentent de nombreux effets secondaires, parmi lesquels des effets secondaires sur le plan cognitif et sur le plan psychiatrique. Et c'est sur ça que les pneumologues, et en particulier le professeur Duruisseau qui porte le projet, est venu nous solliciter, Myriam sur le plan de ce projet communautaire et de la qualité de vie, et puis moi et une collègue neurologue sur le plan des effets secondaires cognitifs et psychiatriques, pour qu'on essaye de comprendre un peu mieux ce qui arrive à ces patients, puisque, comme je vous disais, c'est des traitements qui leur permettent de rester en vie alors qu'ils ont parfois des métastases cérébrales et autres. Et pourtant, les effets secondaires sont tellement sévères que parfois, ils en viennent à arrêter le traitement ou à ne pas oser le proposer chez certaines personnes parce qu'ils pensent qu'ils toléreront pas les effets secondaires. Donc il y avait un véritable enjeu, et les quelques études qui existent sur le sujet, c'est les études qui ont permis la mise sur le marché des médicaments, et en fait, elles évaluent de manière très light, entre guillemets, les effets secondaires, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Donc je vous ai parlé un peu de certains membres de l'équipe, donc le professeur Duruisseau qui est oncologue, spécialisé en pneumologie, la professeure Desestrées, neurologue, Guillaume Becker qui est chercheur, il y a toute l'équipe des patients qui font partie de l'association Alcross, et que c'est avec elle qu'on a particulièrement travaillé pour construire le protocole et au jour le jour actuellement. Myriam qui est avec moi aujourd'hui, Maïssa qui est une de ses collègues qui est également psychologue de la santé, moi-même, et Céline Chanial qui est neuropsychologue et qui fait passer les tests cognitifs aux patients.
Et donc, ce projet de recherche, l'idée, c'était de se dire que ces traitements, on a vraiment envie de pouvoir s'en servir, mais que les effets secondaires sont vraiment embêtants sur le plan cognitif et neuropsychiatrique. Et donc, il faut qu'on arrive à mieux les caractériser, à comprendre exactement ce qui se passe, pour pouvoir, dans un second temps, essayer de les appréhender, d'adapter les posologies ou de mettre en place des suivis ou de la rééducation. En tout cas, voilà, réussir à pallier à ces effets secondaires-là. Mais première étape, essayer de les caractériser. Euh, L'idée, c'est que les patients, ils semblaient se plaindre de troubles cognitifs, mais dans les études auxquelles on avait accès, la définition était assez large. En tout cas, il y avait une perception subjective de diminution de leur capacité, de brouillard mental. On connaît un peu ça dans les chimiothérapies de cancer. Souvent, par exemple, le cas assez prototypique, c'est les femmes atteintes de cancer du sein qui, après la chimiothérapie, se rendent compte qu'elles sont en sorte de brouillard mental, des difficultés de concentration. Donc ça s'appelle le chemobrain ou CRCI, Cancer Related Cognitive Impairment. Donc ça, c'est connu, mais avec les thérapies ciblées, là, les inhibiteurs de tyrosine kinase, ça semblait plus sévère. Il y a clairement une atteinte de leur qualité de vie qui semblait majeure et qui balance forcément l'avantage de ces traitements-là et qu'il fallait investiguer. Et donc, le projet a été de mettre en place cette démarche de collaboration entre les médecins qui prescrivent ces traitements, les médecins et psychologues et neuropsychologues qui pourraient évaluer les effets secondaires un peu plus finement, et puis les patients qui vivent ça au jour le jour, et d'autant plus ceux qui font partie de l'association Al-Cross-One, qui est une association très dynamique, et qui recueille les témoignages en fait, de dizaines, voire de centaines de patients. Et pour mettre en place et mettre en route ce protocole, on a démarré par une journée de co-construction qui a permis de déterminer un petit peu ce qu'on allait faire. Et dans les suites, on va vous en parler juste après, hein, et dans les suites, il y a des réunions 4 fois par an en visio ou en présentiel pour travailler tous ensemble sur l'avancée du projet et que tout le monde reste impliqué, tant les chercheurs que les patients tout au long du projet. Il y aura aussi une journée de restitution à la fin du protocole. Je ne sais pas, Myriam, si je continue ou si tu voulais reprendre la main là-dessus. Comme tu veux. Tu me dis. Eh ben, tu peux peut-être. Ouais. Moi, je parlerai spécifiquement de ma partie sur l'atelier. Ouais. Allez, ça marche. Donc en fait, quand on a commencé ce projet, une des spécificités, comme vous disiez Pierre, c'est qu'on ne savait pas exactement ce qu'il allait falloir mesurer. Et donc, on savait qu'il y avait des effets secondaires. On n'était pas en capacité de savoir exactement ce qui allait se passer et donc quels outils il allait falloir qu'on choisisse. La stratégie en fait qu'on a adoptée, c'est de consacrer une journée entière à la co-construction méthodologique. Donc on était en avril il y a 2 ans et on a passé une journée entière donc à l'université pour vraiment travailler sur cette question-là. Donc je ne connais pas les backgrounds de chacun d'entre vous, mais juste c'est hyper précieux pour nous côté recherche d'avoir des cliniciens qui sont libérés toute une journée pour participer en fait à cette co-construction. On ne s'attendait pas à réussir ce challenge-là. Et du coup, ça a été très très chouette de pouvoir le faire. Je pense que tous nos collègues étaient jaloux et sont passés devant la salle de réunion pour s'assurer qu'on leur mentait pas. Donc cette journée, elle avait 3 objectifs. Excuse-moi Pierre, t'as un tout petit peu vite. Pardon. 3 objectifs. Déterminer le périmètre d'évaluation des troubles cognitifs et psychiatriques. Autrement dit, quels allaient être les tests que les collègues allaient utiliser dans les évaluations avec les patients. Les dimensions de la qualité de vie que nous, on allait chercher à aborder côté psycho dans les entretiens avec les patients. Et puis, initier cette démarche de co-construction avec les personnes qui étaient membres de l'association. On avait déjà rencontré 2 personnes de l'association, donc les 2 personnes qui portent l'association actuellement, qui sont une patiente et une conjointe de patients. Et l'idée, c'était vraiment d'aller un peu plus loin et de rencontrer les autres membres de l'association. L'idée en fait de ce dispositif, c'était vraiment de pouvoir impliquer les personnes concernées dans la démarche méthodo, d'avoir des outils qui soient plus sensibles, plus nuancés, qui allaient nous permettre de mieux saisir les difficultés rencontrées par les populations, et donc d'avoir une approche méthodo plus ancrée dans les besoins et les contextes du terrain.
quels outils étaient acceptables ou ne l'étaient pas, quels outils collaient bien avec les difficultés qui étaient rencontrées. Et donc, on s'inscrit un petit peu dans ces workshops de co-design, c'est-à-dire que l'ensemble des parties prenantes va travailler ensemble pour coproduire la recherche. On était assez nombreux autour de la table, puisqu'on avait quand même 7 patients, le conjoint d'une patiente, donc Maïssa et moi qui étions chercheuses et qui animions la journée, et donc l'ensemble des collègues qu'on vous a présentés tout à l'heure qui étaient présents. Et donc, les patients et les proches, ils ont été sollicités par l'association. Donc, l'association, en fait, elle sert vraiment à faire le relais entre, on va dire, l'équipe de recherche euh, dans laquelle j'inclus les patients qui nous ont rejoints et les conjoints de patients qui nous ont rejoints, et le reste de la communauté, c'est-à-dire l'ensemble des membres de l'association. Pour être un peu concrète, hein, parce que je pense que c'était aussi une des demandes du webinaire, c'est-à-dire concrètement comment on fait une fois qu'on a envie de faire ça. Donc, cette journée, elle a été animée par les chercheuses en psychosocial. On a choisi de les faire dans les locaux de l'université. C'est un luxe aussi hein, de pouvoir sortir de l'hôpital et d'avoir les collègues qui l'acceptent. Un des objectifs de sortir de l'hôpital, c'était de casser, et vous allez voir que c'était l'objectif de beaucoup de choses, c'était de casser les rapports de pouvoir habituels entre médecins et patients. Donc ça, c'était vraiment un des objectifs qu'on avait. Et le fait de changer de lieu, ça permettait aussi de redéfinir les choses. On n'est pas venu à Lyon 2, pour ceux qui connaissent un petit peu les locaux de Bron, pour le côté chaleureux des bâtiments. Pas du tout. Donc, on avait budgété dans les budgets de la recherche ces temps avec l'association, ce qui veut dire qu'on avait un budget pour pouvoir avoir le café d'accueil, le buffet partagé, etc. Ça paraît anodin, mais dans les faits, en fait, ça compte. Hein. Quand on veut faire venir les personnes sur une journée, c'est important de budgéter ces choses-là. Euh, on n'avait pas budgété, par contre, les trajets des participants, tout simplement parce qu'on avait imaginé que ce seraient des gens qui viendraient de Lyon et on a eu une grosse surprise hein, en voyant en fait les gens qui étaient venus, parce qu'on a eu du monde qui venait de très loin. On a eu des gens qui venaient de la région de Lyon, on va dire, qui pouvaient venir soit en transport en commun, soit en quelques minutes en voiture. Mais on a aussi eu des gens qui venaient de très loin, puisqu'on a des gens qui venaient autour de Narbonne, Grenoble, etc. Et juste pour le redire, en fait, c'est des patients qui sont quand même euh, globalement avec un état de santé qui peut être assez précaire et des douleurs, etc. Donc c'est aussi un gros investissement de leur part. Donc on n'avait pas anticipé ça. Probablement que si c'était à refaire, on pourrait réfléchir à cet endroit-là. Vous voyez sur le diapo en fait des petits jeux pour enfants qui sont des plus-plus, qui sont des briques de construction. Qui en fait, on a sous l'effet hein, l'ingénieur d'études qui travaille avec nous, Maïssa, qui est très au courant de toutes les stratégies, un petit peu d'animation, de collaboration, etc. Qui m'a recommandé en fait d'avoir cet objet-là posé sur la table. Effectivement, c'est très sympa, c'est joli, c'est ludique, c'est coloré. Et nous, ça avait un double objectif pour nous. Ça a un effet plutôt positif sur la concentration quand les gens peuvent s'occuper les mains. C'est un peu des fidgeting devices qu'on va pouvoir donner, par exemple, aux enfants qui ont des TDAH à l'école. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi un peu le côté ludique de voir, en fait, notamment les médecins en train de jouer avec les petites briques et de faire des petites constructions sans s'en rendre compte en même temps qu'ils discutaient. Et bah, ça a très bien marché. Ça a tellement bien marché qu'on en a acheté pour tout le labo ensuite. Donc autant vous dire que c'est plutôt un outil qu'on recommande. On avait un objectif, c'était que la journée nous permette de prendre notre temps. Donc on a fait un très long tour de table. C'est important aussi parce que souvent, quand on a ces journées-là, un des risques, c'est de venir avec ce dont on a besoin. Nous, on a besoin d'avoir des infos pour nos outils méthodos. Mais on ne sait pas en fait quel est le besoin des patients. Pourquoi est-ce que eux ils viennent? Qu'est-ce qu'ils ont envie d'amener? Et qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Et donc le but c'était de faire un long tour de table pour comprendre pourquoi est-ce que chacun était là, qu'est-ce qui mettait derrière la participation à cette journée, etc. Et c'est un tour de table qui a duré, allez, je dirais, entre 30 et 40 minutes à peu près où on a écouté en fait chacune des personnes autour de la table, indépendamment de son statut dans le projet, expliquer pourquoi elle avait envie de participer à ce projet-là. On a eu des gens qui étaient plutôt émus, hein. On a notamment une patiente qui a un peu pleuré, etc. Enfin, voilà, c'est des moments sur lesquels c'est important et on a eu ce luxe-là d'avoir du temps. On n'y a pas forcément fait attention et ça, c'est quelque chose que les collègues ont rappelé après quand on a échangé, c'est-à-dire que nous, quand on se présente aux patients, les chercheuses en psycho, on se présente par nos prénoms.
C'est tout à fait habituel, on a l'habitude de le faire et il n'y a pas de sujet en fait. Et comme on a lancé le tour de table en se présentant par les prénoms et que les patients et proches de patients sont présentés par leurs prénoms, quand on est arrivé aux collègues médecins, bah, ils se sont aussi présentés par leurs prénoms. Et ça fait partie des retours que les collègues nous ont faits, auxquels nous, on n'avait pas du tout fait attention, mais c'est très différent de se présenter par son prénom plutôt que par son titre et de s'adresser aux patients en parlant en s'adressant à eux avec leur prénom plutôt que monsieur ou madame truc. Et donc là aussi, ça a contribué en fait à faire bouger un peu des dynamiques, là où nous, on s'y attendait même pas en fait. Ensuite, on a proposé un contrat de communication, c'est-à-dire des règles de la journée, donc c'est-à-dire le respect de l'ensemble des participants, la bienveillance, de l'écoute, etc. Et on s'est positionné en fait comme étant un peu garante de ces règles-là. Et on s'attendait un peu à ce que les règles soient négociées, mais en fait, il n'y a pas eu de négociation du tout. Et je pense que ça a été aussi lié à un phénomène qui est que quand on a fait le tour de table, plusieurs des soignants qui étaient présents ont dit alors par contre, je ne sais pas du tout ce qu'on attend de moi aujourd'hui. C'est les collègues chercheuses qu'on fait. Nous, on ne sait pas ce qui nous attend. Et je pense que du coup, ça a aussi amené à cette dynamique de elles savent un peu ce qu'on fait, et ce qu'elles font, et nous, on ne sait pas trop ce qui va se passer, et on suit. Ce qui n'est pas du tout problématique, mais c'était intéressant parce que c'est différent d'autres contextes qui vont être parfois plus militants en fait aussi. La Concero n'a pas en fait une tradition hyper militante, etc. C'est plutôt une tradition de collaboration avec les soignants et avec les chercheurs qu'on ne va pas retrouver par exemple dans d'autres champs où il y a de la recherche communautaire, par exemple dans le champ du VIH où il y a beaucoup plus de revendications et de militantisme. Voilà. Donc ça, c'est un peu le plan qu'on avait prévu pour la journée. Ne vous y attachez pas trop parce qu'on ne l'a absolument pas respecté. C'est normal. Nous, on avait un plan parce qu'il fallait préparer quelque chose, etc. Mais globalement, on avait plutôt envie d'être sur quelque chose de très souple. Donc, on avait préparé un peu des supports, un peu des stratégies au cas où la discussion soit un peu longue à mettre en place ou difficile. Finalement, on a présenté un peu les objectifs du projet et très vite, ça a commencé en discussion. On a globalement fait un petit peu cette étape sur les post-it, la première étape individuelle, et ensuite tout le reste de la journée, on a juste discuté à partir en fait des objectifs qui étaient les nôtres, qu'on avait en tête, mais sans forcément suivre le déroulé, parce que ça collait pas et que nous, notre but, c'était de pas non plus casser la dynamique d'échange entre l'ensemble des partenaires, juste pour respecter en fait notre emploi du temps prévisionnel. Donc on savait que ce qu'on avait préparé, le but, c'était de pas trop s'en servir. Voilà. Et donc, je vais essayer de Ouais. pas mettre trop de temps parce que le temps passe, mais pour vous expliquer concrètement ce que ça nous a apporté, cette journée de co-construction, et ça a été majeur, hein, ça drive encore aujourd'hui tout ce qu'on fait, mais c'est que dans les grandes lignes, nous, on est arrivé côté soignants et chercheurs avec nos idées sur ce qu'on pensait de ce protocole, ce qu'on voulait y mettre et ce qu'on voulait faire aux patients qu'on arriverait à inclure. Et il y a des grandes choses qui ont été modifiées. Par exemple, il y a une slide dessus, mais on voulait que les patients puissent réaliser le lendemain de leur évaluation un PET scan pour qu'on puisse évaluer des éléments métaboliques et voir si on pouvait corréler certains éléments vus au PET scan avec la prise de tel ou tel traitement. Et en fait, les participants nous ont clairement expliqué que s'ils savaient qu'ils avaient une imagerie cérébrale le lendemain des tests, ils penseraient qu'à ça le jour des tests, que c'était déjà à l'origine d'un stress majeur pour eux de passer des imageries cérébrales toutes les 3 ou 6 mois à la recherche d'une éventuelle métastase ou d'une majoration de volume d'une métastase déjà présente et qu'ils ne voulaient pas s'en rajouter. Et ça, c'est quelque chose auquel on n'avait pas du tout pensé avant la journée de co-construction. Et je pense que si le PET scan était présent, on aurait eu beaucoup plus de mal à recruter et on aurait eu un rapport et un lien tout à fait différent avec les patients. Donc ça a été un changement majeur. Et puis le choix des outils, moi je vais vous faire l'exemple de ce qui a été le cas pour moi sur le plan psychiatrique. Et puis Myriam et Maïssa ont pu construire leur guide d'entretien pour l'évaluation de la qualité de vie qu'elles font le lendemain, puisqu'on les voit sur 2 jours les patients.
Donc le PET scan, je vous en ai parlé. Ça c'est en fait le débat, il s'est lancé sur le repas de midi de manière assez informelle où les patients qui étaient là ont commencé à exprimer leur inquiétude et puis on s'est rendu compte qu'une fois qu'un des patients l'avait verbalisé, ils étaient tous d'accord. En fait, le fait, comme vous disait Myriam, d'être entre nous, entre guillemets, sans blouse, sans titre, avec un patient qui dit, mais tu sais Pierre, moi je vais pas endormir de la nuit pendant une semaine si vous me faites passer un PET scan le lendemain. Bah, en fait, ça change un peu les choses et on ressent les choses tout à fait différemment. Et la discussion a été extrêmement instructive et à la fin, on était presque content de l'enlever, même si ça nous fait des données en moins, parce qu'on a vraiment compris le sens de ce projet collaboratif. Euh, Ensuite, voilà, il y a eu d'autres petites modifications. Est-ce qu'on le fait en 2 jours ou pas? Est-ce qu'on fait systématiquement venir un conjoint ou pas? Et ça a soulevé d'autres enjeux. Et en fait, on a pu résoudre en une journée des choses qui auraient pu mettre des mois à être résolues si on n'avait pas pu s'entretenir directement avec les personnes concernées. Euh, Moi, sur le plan psychiatrique, j'étais arrivé avec plein d'idées parce que les études que j'avais pu faire quand j'ai fait une petite biblio sur le sujet utilisaient des échelles de dépistage des effets secondaires psychiatriques très larges, du type QLQC30, c'est des échelles qu'on utilise en cancéro pour la qualité de vie, c'est des auto-questionnaires où on dit est-ce que vous vous sentez plus triste en ce moment, est-ce que vous avez plus de mal à dormir, est-ce que vous êtes content de vivre votre vie? Donc, c'est des questions très larges et moi, ça m'aidait pas du tout à savoir quels étaient les effets secondaires de manière précise. Est-ce qu'il y avait des troubles de l'humeur, des troubles anxieux? Est-ce que ça touchait que certaines personnes qui avaient un fonctionnement très obsessionnel et qui donc supportaient pas d'avoir un tremblement du bras gauche? Je dis n'importe quoi, mais en tout cas, je suis venu avec beaucoup d'échelles et beaucoup de domaines. Et en fait, le savoir expérientiel des patients qui m'ont dit, mais tu sais, nous, en fait, ce qui se passe quand on prend le médicament, c'est qu'ensuite, on fait à peu près 100 à 120 km de vélo par jour. On parle beaucoup, on n'a pas trop besoin de dormir. On a plein de projets on a un peu du mal à s'interrompre pour laisser la parole aux autres. Et en fait, il suffit qu'il y ait 3 personnes qui vous disent ça et qui vous disent que sur le groupe Facebook de l'asso, c'est ce que tout le monde relate, pour tout de suite comprendre ce qu'il faut aller chercher et faire le tri en fait sur toutes les échelles. Et très certainement que si on n'avait pas eu cette journée-là, 9 échelles sur 10 que j'aurais fait passer aux patients auraient été complètement à côté. Et donc là, à titre d'exemple, moi j'ai gardé une échelle d'évaluation de l'anxiété, 2 échelles d'évaluation de la manie et de l'hypomanie, et puis une échelle d'évaluation de la dépression. Et il me semble que c'est qu'on n'est pas à côté et que c'est bien ces effets secondaires-là qu'on constate. Et puis, en dehors de quelles échelles, ça a permis aussi cette journée de réfléchir à comment évaluer, c'est-à-dire est-ce que je peux garder le patient 30 minutes et lui faire 2 hétéro-questionnaires ou est-ce que je peux le garder 3 heures? Et en fait, il y a une fatigabilité qu'ils ont tous décrit, donc on a limité. Est-ce qu'on fait les tests de mémoire avant ou après l'entretien psychiatrique? Ben non, en fait, si on me fait apprendre des mots pendant 1 heure le matin, je vais plus réussir à aligner 2 phrases l'après-midi, donc on va commencer par l'entretien psychiatrique un peu moins lourd. Est-ce que je peux faire des auto-questionnaires, des hétéro-questionnaires? Est-ce que je peux les remplir chez moi et les ramener le lendemain? Est-ce que c'est entendable de faire venir un proche systématiquement et de l'écrire dans le protocole? Bah, pas forcément, parce que des personnes ne sont pas à l'aise avec le fait de parler de leur pathologie avec leurs proches, ou alors n'ont pas forcément de proches pour les accompagner. Et donc, ça a permis en fait d'élaborer tout ça, et ça a été extrêmement riche et vraiment indispensable. Et ça a permis en fait de partir de ce design méthodologique initial qu'on avait pensé avec une inclusion en amont, une évaluation psychiatrique d'1 heure avec un aidant, 2 heures de test neuropsy, une prise de sang, un PET scan, etc. Pour arriver à un design final simplifié et plus adapté aux besoins, avec 1 heure d'entretien psychiatrique avec moi et 4 échelles passées au lieu de 7 ou 8, 2 heures de bilan neuropsychologique l'après-midi, une évaluation par la neurologue à la fin de la journée, et puis le lendemain, 1h30 d'évaluation de la qualité de vie auprès des 2 psychologues de la santé chercheuses. Voilà. Est-ce que je te laisse terminer? Je pense qu'on est presque à Oui, la si fin. tu veux. On est presque à la fin, ouais.
Après cette journée-là, ce qui est intéressant, c'est que les patients et les proches de patients ont été d'accord pour rejoindre un comité scientifique mixte, donc en fait qui va superviser le protocole de façon globale, c'est-à-dire que quand on se réunit pour faire des points sur l'étude, le comité scientifique mixte se réunit, va donner un avis sur le protocole, sert d'intermédiaire avec la communauté et participe à la communication autour de la recherche. C'est pas le cas aujourd'hui parce que c'était une communication un peu spécifique, mais on a plusieurs communications qui ont été co-présentées avec des patients ou des proches de patients et on a déjà une publication scientifique qui est co-signée par l'ensemble des membres du comité scientifique mixte, c'est-à-dire en incluant les patients et proches de patients. C'est assez particulier parce que mener de la recherche collaborative avec des patients qui ont des cancers du poumon et un pronostic quand même qui est altéré, hein, c'est des gens qui ne vont pas guérir. Donc on peut stabiliser la maladie, mais c'est des gens qui ne vont pas être en rémission, ça c'est évident. Donc ils sont fatigués, c'est compliqué, donc nous on leur propose de participer à la carte. C'est aussi une des difficultés concernant la reconnaissance et la valorisation de ces patients. C'est-à-dire que comment en fait on peut rémunérer par exemple ou compenser financièrement une participation dès lors qu'elle est complètement optionnelle et c'est quand vous voulez, quand vous pouvez, selon ce qui vous intéresse, sans obligation. Voilà, c'est un peu des difficultés qu'on avait déjà sur d'autres projets, mais sur celui-ci particulièrement. On a des challenges au plan émotionnel. On a eu des patients qui ont fait des rechutes. On a une patiente qui est décédée au mois de septembre dernier. C'est-à-dire que c'est des complications, hein. Pour le coup, moi, je travaille dans la recherche communautaire en cancéro depuis un petit moment, mais ça m'était pas arrivé. On n'a pas eu de situation aussi complexe à gérer. On a essayé de faire pour le mieux et pour le coup, je me suis rapprochée de collègues qui sont spécialisés dans le champ du VIH pour être accompagnés un peu sur cette question-là. Parce qu'ils ont une habitude de cette gestion des difficultés en lien avec une altération grave en fait de l'état de santé, voire à des décès. Ensuite, du coup, ce qui était intéressant pour nous, c'est que c'était à la fois une recherche interdisciplinaire et avec des patients. Donc, on s'est posé beaucoup de questions sur ce qui va devenir de la relation médecin-patient en dehors du bureau et de la blouse blanche. C'est aussi une recherche pour laquelle on a envie de faire mieux. Le fait que les patients soient là bénévolement avec un état de santé qui est quand même compliqué, etc., ça nous tient aussi, ça nous motive, ça nous force en fait d'une certaine façon à être plus impliqués sur ce projet que sur d'autres. Alors, pour plein de raisons, mais effectivement, quand on sait qu'on va avoir une réunion avec les patients, c'est toujours plus difficile d'arriver à une réunion avec des patients et leur dire, ah on n'a pas tellement avancé, plutôt que on sait que les collègues, tout le monde sait comment ça se passe la recherche, c'est dur, c'est long, on respecte jamais les deadlines, mais devant les patients, c'est plus dur. Et puis, on a dû gérer des questions éthiques, c'est-à-dire que pendant les réunions du comité scientifique mixte, forcément, on va discuter des cas des patients qu'on a rencontrés. Ah voilà, moi j'ai un peu observé ça, voilà comment s'est passé l'entretien, j'observe tel type de difficulté, quel type de symptômes. Voilà, on l'a fait hein, plusieurs fois. Et une question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce qu'on va gérer le secret médical? On ne se dit pas les noms des patients, mais comment on fait? Parce que les gens de l'asso ont recruté des gens, donc potentiellement peuvent les identifier. Euh, Eux ne sont pas tenus au secret professionnel. Donc comment est-ce qu'on va se mettre d'accord sur quelles sont les règles, sur ce qu'on se dit dans le comité, comment est-ce qu'on peut se le dire, etc. Donc voilà, on a des petites règles, hein, on ne dit pas les noms des patients. Les patients et les proches qui participent sont bien au courant et comprennent bien pourquoi est-ce qu'on ne peut pas parler en dehors des différents cas. Mais effectivement, on ne peut pas leur imposer, c'est-à-dire que on ne peut pas aller le vérifier. Donc ça fait partie des choses à avoir en tête quand on monte ce type de dispositif. Et je crois qu'on a un dernier petit aspect, donc c'est du coup qui on est quand on va faire ce choix de recherche collaborative. Comment est-ce qu'on s'engage pour un partenariat équilibré? On s'est rendu compte qu'on partageait un certain nombre de valeurs au sein de l'équipe de façon globale. Et le fait de reconnaître l'expérience vécue de la maladie comme une forme d'expertise. Et puis, en France, on va dire que l'activisme au niveau académique, il reste discret. On est plutôt en train de faire du plaidoyer en faveur des patients, avec l'idée que cette recherche-là, un des objectifs clairs qu'on a, c'est d'améliorer la prise en charge de ces patients-là. Et on n'est pas forcément dans quelque chose qui est extrêmement militant, mais il y a quand même cet objectif, voilà, de faire connaître ces pratiques de partenariat, d'où l'intérêt qu'on avait de vous en parler aujourd'hui. Et voilà. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je vais arrêter le partage.
Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on entend très bien. Alors, je me présente donc Souhaite Cousinier, je suis psychologue à l'hôpital Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Donc, j'ai appris donc, il n'y a pas très longtemps qu'on avait un partenariat avec Flora et que nous avions reçu un mail avec les différentes les webinaires. Et il y en a un qui m'a touchée particulièrement, donc c'est celui d'aujourd'hui, parce que je suis concernée directement, indirectement. J'ai ma sœur qui a 47 ans, qui a un cancer du poumon. Et donc ALK, métastase à plusieurs niveaux. Et quand j'ai vu cette information, je me suis réjouie parce que on rencontre des difficultés au quotidien. Et j'ai l'occasion d'accompagner ma sœur dans ses différents rendez-vous médicaux à Paris. C'est une Parisienne. Et la question du trouble cognitif, c'est quelque chose que nous avons repéré dans la famille, l'entourage, mais qui n'est absolument pas du tout abordé en consultation médicale, ou alors, très franchement, minimisé. Et on a malheureusement dû chercher à l'extérieur un soutien, de l'étayage à l'extérieur avec des professionnels pas du tout au courant des thérapies ciblées. Donc, j'ai accompagné ma sœur voir une psychiatre à Paris pour les troubles cognitifs, pour les troubles aussi, troubles de l'humeur, qui se sont manifestés dès le traitement, dès la prise de traitement. Et une psychiatre, malheureusement, qui n'était pas au courant et qui a plutôt vu ma sœur comme un sujet, un objet d'étude, en disant mais c'est fascinant tout ce que vous me racontez. Je suis impatiente de vous voir la séance prochaine parce que je ne connais pas du tout, enfin, avec une grande maladresse. Et je vous assure que ce que je vous raconte, c'est du vécu. Et le trouble psy, pas forcément abordé quand il est question de thérapie ciblée. J'ai énormément lu sur les thérapies, première génération, deuxième génération. Je sais que c'est un traitement qui est nouveau, mais sur l'aspect psy, moi-même étant psychologue, je trouve que on n'a pas du tout. C'est comment dire, un domaine qui n'est absolument pas abordé ou pris en compte dans le suivi. Alors, je ne sais pas, j'ai plus de. On vous On vous entend bien. entend toujours. On Vous vous voit m'entendez, il n'y a pas plus, de mais souci. on vous entend toujours. Voilà. Donc, moi-même, j'ai cherché. Alors, j'ai été mais vraiment enfin, moi, je le prends comme un signe, en ayant vu votre communiqué, en ayant vu voilà, ce groupe de recherche mis en place. Enfin, moi, si je peux aider, si je peux contribuer, mais je serais très, 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 très heureuse de le faire, vraiment. Pour ma sœur, pour ma famille, pour les patients. Je fais partie de tous les groupes Facebook, LinkedIn, de patients qui sont concernés. Effectivement, voilà, c'est très compliqué, alors que vous parliez tout à l'heure d'IRM, de PET scan, mais il y a la semaine avant l'IRM et après l'IRM qu'il faut gérer psychiquement. Et effectivement, je comprends tout à fait les patients qui ne peuvent pas passer, même pour de la recherche, un bilan, parce que c'est très complexe, très, très, très complexe. Donc, je vous avais parlé de choses que personnellement, que je vis, en tant que psychologue, que je comprends aussi. Et enfin, si je peux aider, si je peux rejoindre un petit peu indirectement par le biais peut-être de l'association, le projet Draconisme, je serais très partante. C'est très gentil. Merci. Alors, une question, Monsieur Licot, vous avez ciblé la dépression, enfin peut-être évaluer la dépression, enfin il y avait trois items et pas le trauma. Alors moi, je suis plutôt spécialisée dans l'accompagnement du trauma et j'ai envie de vous dire, le trauma, enfin. Bien sûr. Voilà, En fait, on a effectivement, j'ai enlevé le trauma. En fait, déjà, simplement pour rebondir sur ce que vous avez dit, c'est là où, à mon avis, et je pense que Myriam ira dans mon sens, la recherche communautaire, elle a tout son sens, en particulier sur les questions psychiatriques, parce que en recherche, on trouve ce qu'on cherche. Et donc, quand on est médecin non psychiatre,
ou qu'on n'est pas du domaine de la santé mentale, en général, le design des études n'est pas spécialement fait pour rechercher les effets secondaires psychiatriques et psychologiques. Et donc, on aura beaucoup plus d'échelles qui permettent de savoir si on a des œdèmes, une insuffisance rénale et une éruption cutanée suite à la prise du traitement, que des échelles qui vont regarder si on a une symptomatologie dépressive ou anxieuse ou post-traumatique. Et donc, c'est ce qui fait que des professionnels qui ne sont pas de ce champ-là vont être très mal à l'aise quand il va s'agir de répondre aux patients qui les sollicitent sur le sujet. Donc, les pneumologues, les oncologues vont être mal à l'aise, parce que les études dont ils ont connaissance ne parlent pas de ces effets secondaires. Deux, parce qu'ils n'ont jamais pris en charge en fait ce type de trouble, à moins d'avoir une sensibilité là-dessus, et que en oncologie, c'est pas encore vraiment la religion dominante que de mettre un antidépresseur chez son patient si on se rend compte qu'il a un épisode dépressif, parce qu'on ne cherche pas l'épisode dépressif. Donc là, quand on a un traitement qui en plus donne des effets secondaires de ce type-là, ben effectivement, ils sont pas très armés et éduqués entre guillemets pour y répondre. Et puis pour ce qui est du trauma, alors disons que ce serait un domaine extrêmement intéressant à chercher et à creuser, mais nous on cherchait spécifiquement les effets secondaires du traitement médicamenteux, et le problème du trauma, c'est que moi je me sentais pas capable, peut-être que c'est possible, de décorréler le trauma lié au fait de présenter une pathologie grave, l'annonce, le type de suivi, la délicatesse des professionnels qui nous suivent, l'accompagnement, est-ce qu'il y a une psychologue qui me suit dans le cadre de la Ligue contre le cancer, etc., de l'effet secondaire spécifiquement du médicament. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas gardé le trauma. Et puis, parce que j'ai pas pu vous raconter tout ce qui s'est passé dans la journée de co-construction, mais il y a des éléments sur lesquels les patients étaient moins intéressés qu'on creuse. Par exemple, moi, j'avais vachement envie de leur faire passer des échelles de personnalité, parce que je me disais, si en fait le médicament donne un brouillard cognitif, un brouillard mental, et que c'est ça qui fait qu'ils vont moins bien sur le plan de l'humeur, peut-être que si on a une personnalité très rigide, très obsessionnelle, très à cheval sur notre niveau de fonctionnement, et ben c'est peut-être ces personnes-là qui vont être plus impactées. Et en fait, ça les a presque choqués, en fait, les patients qu'on a rencontrés, que j'ose dire que je voulais aller voir quelle personnalité ils ont, et que ils ont vécu ça un peu comme si ça allait être de leur faute s'ils avaient l'effet secondaire, si je triais là-dessus. Et ça, donc ça a été hyper instructif pour moi de comprendre que moi, dans mon monde de psychiatrie, c'est normal et classique de parler de personnalité. Et pour le tout venant qui vient pour un cancer du poumon, c'est pas normal et classique et habituel. Et donc, c'est aussi sur ces éléments-là qu'on a ciblé. Mais effectivement, nous, on considère que le médicament en lui-même, il donne beaucoup plus d'effets sur l'anxiété, sur l'humeur, à la fois sur le versant dépressif, à la fois sur le versant hypomaniaque, voire maniaque. Oui. Moi, je pense que c'est une idée là comme ça, c'est recueillir l'expérience, le vécu du patient et le vécu de l'entourage, c'est vraiment deux choses différentes. Si vous C'est écoutez ce qu'on ma essaie de faire sœur, à chaque fois, du coup. voilà, si vous écoutez On ma contacte, sœur, ouais. Il n'y a pas de problème. tout va Il y a une bien. question de conscience des troubles. Effectivement, la conscience des troubles est très Oui, fluctuante en fonction oui. des individus. Et puis, toute la question, c'est aussi, est-ce qu'on voit le patient au moment où il a le traitement, ou est-ce qu'il l'a déjà diminué ou changé parce qu'il ne le tolérait pas? Et donc, il y a tout cet enjeu-là où ils sont plus à l'aise de nous en parler quand c'était avant que quand ils ont le traitement en ce moment. Oui. Je vois qu'il y a une main levée. Oui, Oui. il y a une main levée. Je m'enlève le micro. On vous On entend. vous Vous entend. m'entendez? Oui. Bonjour. Bonjour. Donc, je m'appelle Racia Bruni, je suis infirmière en psychiatrie. Je passe actuellement le diplôme de recherche en soins paramédicales. Et du coup, je suis en train d'écrire un projet. J'avais contacté Madame Maisonneuve parce que Benoît Chalençon, qui est mon tuteur, m'a conseillé de me rapprocher de Florence. Donc, je co-construis un protocole d'accueil pour les aidants qui viennent de cimetières, voilà, pour leurs proches. Et je voulais savoir, sur le plan légal, quel dossier vous avez fait pour intégrer les aidants. Et vous, c'est pas les aidants, les patients.
Voilà. Alors, au niveau des formalités, en fait, on a fait les formalités à l'hôpital, donc auprès des HCL. Donc, on a été accompagné sur le montage du projet. On a donc on a fait en fait un CPP, une demande auprès du CPP avec un dossier qui était assez complexe, mais on a été bien accompagné. Le dossier est passé du premier coup. Sur ce dossier-là, on a pu avoir une classification de l'étude en non interventionnelle. J'espère que je me trompe pas quand je dis RIPH3. PH3. Ouais. Oui, On a dû faire aussi une AIPD, donc le flux des données, parce que les données sortaient de l'hôpital pour aller à l'université. Et donc, on a dû avoir un gros travail en fait sur la gestion des données et notamment sur l'organisation des entretiens pour que nous, à l'université, on n'ait pas les contacts des patients. Voilà, donc on a ces trois éléments de formalité en fait qu'on a remplis avec l'accompagnement en fait des chefs de projet des HCL. c'est des chefs de projet. Ouais, c'est les chefs de projet de la direction de la recherche des HCL en fait qui nous ont été euh, assignés entre guillemets. Donc c'est les personnes en fait qui vont nous accompagner sur le montage du projet. Il n'y en a pas toujours, hein. Quand les projets sont simples, entre guillemets, on a un autre projet avec les HCL où on a des entretiens avec des soignants. Là, pour le coup, on n'a pas fait appel aux chefs de projet. Mais là, pour le coup, effectivement, on a 2 chefs de projet qui nous suivent en fait sur le montage du projet. Merci. Ah oui, on a aussi une spécificité, c'est que comme on rembourse les trajets des patients, on a eu et ils ont eu beaucoup d'interactions pour réfléchir à comment faire pour que les patients n'aient pas à avancer les frais. Donc voilà, si ça peut être un sujet sur lequel les chefs de projet ont beaucoup avancé grâce à ce projet-là, parce que justement, ils ont travaillé beaucoup pour essayer de nous aider à faire ce montage-là, pour leur donner des étiquettes pour les plateaux repas, leur permettre d'être logés aussi. Je me souviens plus comment s'appelle la maison qui est vers Juste après l'hôpital. l'hôpital de. Après Ouais, le groupement Est, ouais. Entre le ouais. Vinatier et neurocardio, je sais plus comment ça Il s'appelle. y a cette maison, en fait, voilà, cette maison où ils viennent dormir le Maison jeudi du soir Petit pour ceux qui Monde, je habitent crois. loin. Ouais, je crois que c'est ça. Voilà, donc ils ont pu dormir là et pour quand il n'y a pas de place, ils peuvent dormir à l'hôtel. Et ils sont remboursés. Moi, je sais pas trop comment, du coup, je travaille à l'hôpital de Saint-Cyr et il n'y a pas de chef de projet, donc à part me rapprocher de Flora. Ben, oui, je me permets de répondre là. Effectivement, c'est un des objectifs de la fédération que de pouvoir mobiliser les réseaux pour pouvoir vous répondre dans ce genre de cas, puisqu'effectivement, tous les établissements membres de Flora n'ont pas forcément de chef de projet en interne, hein. Ils sont même assez peu nombreux en réalité. C'est les CHU, c'est le Vinatier. Mais sur les 25 membres de Flora, la majorité, en fait, n'ont pas ces ressources-là en interne. Et une des premières actions de Flora, donc on est une toute jeune fédération, on a un an d'existence, ça a été de mettre en place alors ce qu'on avait appelé le guichet unique et qu'on a renommé cellule d'accompagnement à la recherche, où en fait ce sont les chefs de projet Vinatier, mais qui agissent pour Flora et qui ont 2 demi-journées de permanence, justement pour répondre à ce type de questions. Donc, ils sont les chefs de projet, donc comme l'évoquait Myriam, hein, c'est les homologues des chefs de projet qui ont été mobilisés aux HCL, mais qui sont, elles, là, des collègues du Vinatier, et qui donc, ils sont là pour vous accompagner dans ces démarches réglementaires, enfin voilà, plus généralement dans la construction et le dépôt des projets. Donc, Laurie va vous envoyer les coordonnées de... Oui, déjà, Ouais. que je n'ai pas encore appelé, mais il faut que je l'appelle. Oui, oui. Et après, je sais qu'à Saint-Cyr, vous avez aussi une coordinatrice de la recherche là qui, Oui, je Léa travaille avec Longo. elle, Voilà. mais Après, oui, elle peut pas faire ça. C'est pas son Non. job que d'être chef de projet. Mais c'est pour ça que voilà, Flora a mis ça en place. Et je profite d'avoir le micro ouvert. Alors déjà pour vous remercier, c'était vraiment passionnant et merci d'avoir repris d'avoir pris le temps aussi de présenter la recherche participative communautaire, enfin d'avoir posé ce cadre théorique et merci d'avoir ouvert un peu la boîte noire de la recherche participative parce que c'est vraiment je trouve ce qui est passionnant et parfois ce qui est passé sous silence, quoi. C'est-à-dire qu'on dit, ouais, voilà, on a réuni les gens et puis on sait pas trop ce qui s'est passé. Et là, au moins, on a le détail. J'ai pas mal de questions. Malheureusement, je vais pas pouvoir toutes les poser. Et là, vous venez en plus de répondre à des questions qui m'en soulèvent d'autres, notamment justement au niveau du timing entre la journée, donc avril 2024, le CPP, c'était en amont. Non, on a C'était déposé au après? CPP après, ouais. On a attendu D'accord, d'avoir vu, ok. parce qu'on n'avait pas les outils, donc on avait commencé à travailler un peu le protocole.
mais on Ouais. n'avait pas les outils, on n'avait pas la méthode qui était figée, et donc on a déposé au CPP plusieurs mois après, parce qu'il y a eu l'été, et parce que notamment, on l'a pas dit, mais cette histoire de PET scan, ça a été compliqué en fait à trancher. Ouais. Et donc on a fini par trancher, si je me trompe pas, Pierre, je dirais début octobre. Ouais, Je pense qu'on ouais, a, après la rentrée, ouais, ouais. après la rentrée, en fait, ça, c'est, Ok. en fait, ce que j'ai pas dit, ce qu'on n'a peut-être pas dit, mais c'est que c'est dur, en fait, pour les chercheurs, pour les cliniciens, d'accepter, en fait, de pas avoir ces données-là. C'est des données qui sont objectivement importantes, en fait, en termes de publication, pour la solidité des résultats, et écarter, en fait, une progression des métastases ou objectiver le fait que le médicament ait un effet sur la structure des neurones, c'était important. Donc c'est dur en fait d'avoir accepté ça. Quand je dis que ça a fait des frictions, ça a vraiment été le cas, c'était compliqué. Et je pense que franchement, moi je suis admirative des collègues qui ont accepté en fait de faire cet effort-là, c'est dur en fait. Mais oui, ça a pris plusieurs mois pour qu'on arrive à trancher ce point. C'est ce point qui Ouais. nous a bloqués. Ok. Ouais, du coup, je comprends au niveau timing parce qu'effectivement, la modification du protocole peut influencer la classification Oui, tout à fait. RIPH 3 ou 2, donc c'est Ouais. logique. Et en même temps, c'est-à-dire que vous réunissez, en fait, vous lancez quand même un projet sans qu'il soit encore déposé au CPP. Enfin, c'est vrai que c'est assez particulier d'un point de vue du montage parce que vous êtes obligé de Oui, lancer bah les choses avant que ça passe en CPP, quoi. oui. Alors en fait, on avait la chance d'avoir le partenariat avec l'asso quand on a déposé à l'appel à projet. Parce que Michael, en fait, connaît très bien l'asso, travaille avec eux depuis longtemps, donc ils sont partenaires en tant que tels du projet pour ShepMed. Ils n'ont pas de financement qui vient chez eux, mais ils sont partenaires. Et par contre, en fait, comme les patients qui font partie de l'asso et qui viennent aux réunions ne sont pas, ils participent pas à l'étude en tant que telle, ils sont des co-chercheurs, donc en fait, on n'a rien déposé pour eux. Mhm. Donc en fait, il n'y a pas besoin de formalité pour eux, ça entre dans le cadre du partenariat avec l'asso. Et après, on a déposé ensemble avec l'asso au CPP pour l'étude en tant que telle. Mhm. Ouais, d'accord. Ça Et deviendrait donc, beaucoup plus j'avais, compliqué s'il fallait en fait un CPP ou oui, un comité d'éthique pour gérer le partenariat. Là, ça deviendrait ouais, très dur, quoi. ouais. Et tu as dit, Myriam, donc c'est Maïssa et toi-même qui avez animé l'atelier là Ouais. d'avril. Est-ce qu'avec le recul, c'est un choix, un bon choix, ou est-ce que le fait d'être vous-même côté chercheur entre guillemets, est-ce que ça aurait été plus simple ou pas, hein, avec un tiers neutre, si je puis dire? Euh, je pense que c'est une bonne question. De toute façon, c'était pas possible. Donc, on n'avait pas de choix en fait là-dessus. Ouais. Euh, je sais pas, en fait, je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients aux deux. C'est-à-dire que d'un côté, nous, on connaît le projet, on est à fond dans le projet, on a envie que le projet marche, donc on va y mettre tout ce qu'on sait faire. Euh, Forcément, bah, plus que quelqu'un d'extérieur qui connaîtrait moins le projet, etc. Et en même temps, bah, forcément, je peux pas à la fois prendre des notes, réfléchir, contribuer au débat, vérifier que le débat se passe bien. Et du coup, c'était bien qu'on soit deux, par contre. Oui. Je pense que animer seul, plus gérer le côté recherche, c'était trop. Et c'était très bien qu'on soit à deux pour pouvoir en fait s'équilibrer, vérifier, gérer, etc. en parallèle. Voilà. Mais je dirais pas aux équipes qui n'ont pas forcément la ressource d'avoir quelqu'un d'extérieur que c'est un indispensable. Et Mhm. après, j'ai pas d'autre expérience. Moi, tout ce que j'ai fait en communautaire, je l'ai animé et été chercheuse aussi. Donc, Mhm. j'ai pas d'autre expérience, tu vois. Ouais, ouais, d'accord. Bon, je vois l'heure qui tourne et je m'autorise quand même une autre question. Euh, alors, vous en avez un peu parlé dans la slide sur les discussions. Est-ce qu'il y a une spécificité d'animer une recherche communautaire avec des patients atteints de troubles psychiatriques? C'est vrai que c'est une question que nous, on se pose à Flora, notamment aussi parce qu'on veut les impliquer, certes dans les projets qu'on va soutenir, mais également dans la gouvernance de la fédération. Et alors, vous l'avez bien dit, en cancéro, il y a un risque vital qui est engagé, il peut avoir des, voilà. Mais c'est vrai que sur les troubles psychiatriques, troubles de l'humeur, etc., on peut se dire que aussi ça va impacter voilà. Hein. Donc, est-ce qu'il y a une Mm. spécificité ou est-ce que finalement, ça reste des problématiques qu'on va rencontrer dans pas mal de pathologies? Euh, Bah, nous, les patients qu'on a vus et qui sont dans le projet sont pas en phase aiguë hein, Mm. de ces difficultés-là. Et quand ils viennent, donc déjà, c'est des gens qui ont conscience des troubles parce que sinon, ils ne viendraient pas. Donc ça, c'est Oui. différent en fait d'autres patients qu'on a Mm. vus dans le cadre de l'étude qui étaient un peu poussés par leur médecin ou par leur entourage à participer.
Donc là, les gens qui participent avec nous ont conscience qu'ils ont des difficultés plus ou moins poussées. Et certains ont pu nous raconter, je pense notamment à une dame qui nous a raconté des bouffées délirantes avec des accès de paranoïa, enfin vraiment en fait, mais elle nous le raconte avec du recul. Après, est-ce qu'on peut faire de la recherche communautaire en psychiatrie? Clairement oui, elle vient de la psychiatrie en fait. Enfin, je veux dire vraiment pour le coup, la psycho-communautaire, elle est née dans la psychiatrie, quoi. Avec les mouvements en fait d'ouverture vers la citoyenneté en fait dans le cadre de la psychiatrie. Donc j'y vois pas de difficulté. Je sais pas, Pierre, toi, c'était des expériences différentes, mais Moi, je suis plutôt d'accord. Pour revenir sur notre sujet, je pense qu'on a particulièrement de la chance, nous, parce qu'un trouble pharmaco-induit réversible à l'arrêt ou à la diminution de posologie fait que parmi les personnes qui étaient là, ils n'avaient pas les symptômes sur le moment. Et puis, on a l'impression, même si on n'a pas fini notre étude, que les troubles, c'est plutôt de faire des sortes d'épisodes hypomaniaques, en gros, quand on a le traitement, sauf quelques cas de personnes qui ont des fragilités qu'on est en train d'essayer de déterminer et qui peuvent présenter des symptômes délirants ou dissociatifs. Mais la plupart du temps, c'est plutôt un gain d'énergie hypomaniaque, comme quelqu'un qui tolère pas trop ses corticoïdes. Donc finalement, c'est quelque chose qui n'empêche pas un bon fonctionnement dans le cadre du protocole. Mais même si on partait sur des personnes qui ont des troubles non pharmaco-induits, pour lesquels il y a une symptomatologie qui est présente au moment de la construction, je pense que le fait que ce soit un groupe et qu'au sein de ce groupe, il y ait à la fois des patients et des proches de patients, je pense que ça permet largement de lisser un peu les choses et qu'en fait, on se rend compte à la fois qu'ils s'équilibrent entre eux, parce que là, quand nous, il y en avait qui étaient très actifs dans ce qu'ils racontaient et qui nous disaient non, mais en fait, l'effet secondaire, c'est ça. Et puis quand il y en a une autre à côté qui dit non, mais moi, c'est pas vraiment ce que je ressens, ça leur permet de s'équilibrer entre eux sans que ce soit à nous de dire, mais vous êtes sûr que c'est que ça le seul effet secondaire? Donc effectivement, le fait que là, ils étaient au moins 7 avec des aidants, qu'ils aient des backgrounds un peu différents, ça permet clairement de lisser les difficultés qu'on pourrait avoir s'il y avait qu'une ou deux personnes. Je pense que ce serait plus difficile. Moi, j'aurais eu du mal, en tout cas, à construire mon protocole sur la partie psychiatrique si j'avais vu qu'une personne, quoi. Voilà, je pense pas que ce soit une problématique majeure tant qu'on a le temps. Voilà, parce qu'à mon avis, il y a aussi cet enjeu de je viens pour parler de mon vécu et je pense qu'on a été un peu, ça a été autant un avantage qu'une difficulté, le fait que ben voilà, il n'y a pas de blues, il n'y a pas de titre, donc c'était plus touchant, plus percutant pour nous et ça nous a permis de plus prendre en compte ce qu'il nous disait et d'être plus touché et de pas avoir cette barrière de médecin. Pourtant, moi, je suis arrivé en me disant c'est bon, je suis psychiatre, j'ai l'habitude de voir des choses horribles. C'est pas un cancer du poumon qui va me faire peur. Et en fait, le fait que ce soit quelqu'un de mon âge qui m'appelle par mon prénom et qui me dise j'espère que mes enfants de 2 ans vont me voir l'année prochaine, ça fait pas le même effet que quand on le voit derrière le bureau. Donc je perds un peu le fil de ma pensée, mais en tout cas, à mon avis, c'est pas un problème à partir du moment où ils sont plusieurs et voilà. oui. Je pense que cet effet du nombre, il est super important parce qu'on voit beaucoup de protocoles de recherche collaborative avec un ou deux patients. Ouais. Et je pense que ça, pour moi, c'est un des trucs sur lesquels il faut qu'on soit vigilant quand on a ce type de démarche-là, parce qu'une ou deux personnes, en fait, bah, même s'ils ont une expérience associative ou des choses comme ça, c'est pas la même chose que d'arriver à réunir plusieurs personnes et de réfléchir avec plusieurs personnes. Mm. Moi, je mets toujours un petit bémol hein, à dire qu'on fait du communautaire quand on est avec un ou deux patients, quoi. Mm. C'est... Voilà, je reste modérée sur ça encore aujourd'hui. Mais je crois qu'on en avait On, déjà parlé, Julien, donc... ouais, ouais. On peut clore sur cette jolie conclusion, mais avant de de vous laisser vaguer à vos occupations nombreuses, déjà à nouveau vous remercier énormément Pierre et Myriam, c'était vraiment passionnant. Et donc on va vous partager Merci. quelques petites infos sur Flora, sur nos prochaines activités, puisque alors, pour rebondir sur ce que disait Madame Cousini, on n'est pas forcément encore très très connu. Et il faut le temps, voilà, que l'info se diffuse et comment dire, qu'on s'implante dans le paysage de la psychiatrie et de la santé mentale. Alors, vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn d'ailleurs, hein, où vous retrouvez toutes nos infos. Et si vous tapez Fédération Flora sur LinkedIn, vous allez retrouver sur notre page. Et dans quelques temps, on aura également un site web. Parmi les infos que j'ai à vous partager, il y en a quelques-unes qui devraient vous intéresser parce que on va encore parler d'ailleurs un peu de cancéro. Alors, le premier événement là qui vient, c'est le 28 mai, pareil, le temps de midi 30, 13h30, où là, on a invité la Fondation de France
à venir présenter son appel à projet dédié à la psychiatrie et à la santé mentale. Donc, la Fondation de France vient présenter l'appel à projet et vous pourrez poser vos questions directement à ce financeur. Et c'est toujours très intéressant de pouvoir poser des questions oralement et ne pas s'en tenir au cahier des charges, parce que vous avez déjà fait l'exercice. Parfois, il y a des non-dits dans les cahiers des charges, et c'est intéressant d'en discuter directement avec les financeurs. Ensuite, le 9 juin, on a un atelier participatif qui est en collaboration avec le Cancéro Paul Clara, donc je vous ai dit qu'on reviendrait à la Cancéro, et avec Promotion Santé. Là, l'objectif, c'est de constituer un consortium de recherche pour répondre à l'appel à projet en addictologie qui est porté par l'Institut national du cancer et par l'IRESP. Donc là, on va avoir une intervention de l'Institut national du cancer qui va venir présenter là aussi son appel à projet. Donc vous pourrez interroger sur cet appel. On aura l'intervention de Benjamin Roland qui est PUPH, HL et Vinatier en addicto. On aura une intervention de l'association Addiction France et puis quelqu'un du Centre international de recherche sur le cancer. Donc on a vraiment des prises de parole des différentes communautés. Donc là, l'objectif est vraiment très clair, hein, c'est de monter un projet pour candidater à l'appel à projet 2027. Les deadlines, normalement, c'est en mars 2027. Donc là, ça constitue la première étape. Et donc d'autres suivront pour monter ce projet. Vous êtes toutes les tous les bienvenus. C'est évidemment gratuit et le lien a été partagé par le chat. Et dernière info, le 16 juin, on poursuit notre série de webinaires comme celui qui nous réunit aujourd'hui avec une nouvelle thématique sur la simulation pleine échelle en psychiatrie, état des lieux, état de l'art, perspective clinique. Voilà, on a fait le tour. Alors, à moins qu'il y ait d'autres questions absolument urgentes, sinon on vous remercie. Pour ceux qui, oui. Pardon, pour ceux qui suivent pas trop LinkedIn, vous avez une mailing ou pour recevoir vos actualités ou pas? Oui, on a une mailing list. Il suffit de nous formuler la demande. On essaye de respecter à peu près le RGPD. Donc, idéalement, il faudrait qu'on reçoive une demande écrite disant je souhaite être. Voilà. Et après, on vous inscrit et on n'a pas de rythme régulier. C'est vraiment au fil de l'eau en fonction de nos actualités. On va dire qu'en moyenne, on envoie 2 ou 3 mails par mois. À peu près. Ok, très bien. Voilà. Et ben, merci encore à toutes et tous pour votre participation. Merci à nouveau pour la présentation. C'était top. Bon après-midi. Et à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.